Eh bien, bonjour à tous, c'est Mans, et aujourd'hui je vous propose de passer une heure avec Tony Chanclot, l'auteur du jeu de rôle Magna, édité par les 12 singes. En quelques mots, Magna est un jeu de rôle de science-fiction contemporain. Il s'appuie sur une uchronie, c'est-à-dire une fiction qui se sépare de notre réalité à un moment clé historique, par exemple une guerre gagnée par le mauvais camp, un chercheur qui aboutit à un résultat inédit, une découverte qui rebat les cartes de notre physique. Dans Magna, les premiers signes de cette uchronie remontent à la fin du XXe siècle, et c'est en 2000, l'année de tous les dangers pour ceux qui l'ont vécu et qui peuvent encore s'en rappeler, que le monde a basculé dans un nouveau paradigme, celui de l'avènement des saints sur Terre. Attention, nous verrons dans cette discussion que le mot saint n'a pas forcément la même définition que dans notre imaginaire collectif. Jeu à mystère, dans Magna, chaque aventure est l'occasion d'ouvrir des portes et d'en découvrir de nouvelles devant soi, fermées à double tour, celle-ci bien évidemment. Eh bien bonjour Tony, tu Oui, m'entends? je t'entends, effectivement. Très bien, super. Bon, tu vois, j'ai mis un petit décor Je vois. approprié, je crois. Cool. Bon, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, ça va très très bien. Super. Bah écoute, ouais, je pense qu'on va passer trois quarts d'heure, une heure, une petite heure. L'idée, c'est de parler de Magna. Ouais, Je prononce bien, c'est Magna, hein. c'est bien Magna, ouais, oui, tout à fait. Bah, tu sais, je corrige pas forcément hein, quand j'entends Mania ou des choses comme ça. Il faut que les gens se l'approprient. Donc, oui, Magna, ça vient du latin, mais voilà. Mais effectivement, tu prononces bien. Et qu'est-ce que ça dit de beau en latin? Ben, ça veut dire grand. Au départ, c'était pas du tout prévu, puis je me suis dit que Magna, c'était pas mal. Je pensais à plein de Magna qui pouvaient me servir en latin, même si je sais qu'il y a plein de Magna qui existaient déjà en latin. Je pense notamment à Charles Magne. Je parlais Magna pour plein d'autres choses. Bref. Et puis, mine de rien, à force d'écrire et de composer le monde, je me suis dit grand, c'est quelque chose qui est plutôt parlant finalement parce que les joueurs en ont jamais vu assez, ils n'en savent jamais assez, ils creusent et en fait, ils découvrent à quel point c'est grand, justement. Ouais, Voilà. c'est un petit peu ce dont je me suis rendu compte. On a fait une partie de test, si on peut dire, ou en tout cas d'initiation, il y a peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, et effectivement, on se rend compte, en jouant, en passant quelques heures ensemble, que plus on apprend de choses, plus il y a de choses à apprendre, en fait. Et c'est encore plus vrai sur des scénarios assez courts où finalement il y a assez peu d'action. Et pourtant, j'essaye de placer suffisamment de choses pour qu'on se dise ah ouais, mais ça signifie quoi? Et en général, les idées que se font les joueurs de ces détails-là sont des idées qui sont fausses. Mais ça me plaît de voir les hypothèses qui sont émises, les ah ouais, est-ce qu'il y a ça? Est-ce que du coup il y a ça aussi dans Magna? Est-ce que on peut parler de, on va croiser ce genre de choses? Et je sais à quel point c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est très amusant, effectivement. Ça permet de. Bah, c'était le but des scénarios courts, tels qu'on les a fait ensemble. C'était de donner le goût de, de comment on joue, de ce qu'on va rencontrer, et de cette sensation de. Il y a beaucoup derrière, mais on a le temps quand même de tout découvrir tranquillement. On va d'abord vivre notre vie et on verra. Hmm. Alors là, on est déjà un petit peu entré dans les détails. Avant tout ça, est-ce que tu peux Oui. nous dire un petit peu eh bien, qui tu es? Donc, tu es le créateur de Magna, qui est un jeu Oui. de rôle qui vient de sortir, on peut le dire. On peut dire qu'il vient de sortir ou il va sortir puisque le financement participatif a eu lieu en décembre dernier et que les livres vont être livrés euh, en boutique au moins pendant l'été. J'ai envie de dire pendant l'été, on n'a pas de date arrêtée pour l'instant on est encore en train de finaliser toutes les maquettes, etc. Mais on va dire pendant l'été. Donc oui, je suis l'auteur du jeu, l'auteur unique du jeu et il a été créé à partir de 2005-2008, c'est un peu nébuleux entre les deux. Il y a une première partie en 2005 et puis ça a travaillé pas mal dans ma tête jusqu'à ce qu'on fasse
peut-être 2006, un vrai début de pseudo-campagne, et puis que ça continue sur un deuxième scénario, troisième scénario, quatrième scénario, comme beaucoup d'auteurs, en fait, quand ils se lancent, hein. On commence par un petit scénario dans un monde qu'on a imaginé, puis on va voir comment ça grandit. Et le premier vrai scénario que j'ai écrit pour être le début d'une vraie campagne, c'était plutôt courant 2006-2007, et ça, à la table historique, on y joue encore. Et en 2005, est-ce que tu avais, comme énormément de maîtres de jeu, juste l'envie de partager tes idées et de faire jouer des gens que tu apprécies dans un univers, ou est-ce que tu avais déjà en tête le fait que cette idée, ça allait aboutir à quelque chose d'un peu plus qu'une table entre potes comme ça? Alors j'ai envie de dire un peu les deux. C'est-à-dire qu'en termes de jeu de rôle, j'étais juste un gros flemmard et lire tout un bouquin pour ensuite le maîtriser auprès de ma table, je trouvais ça inconcevable à l'époque, pas assez d'expérience, pas assez de... voilà. Et puis vraiment la flemme, je pense surtout d'ouvrir un gros bouquin, de se dire, waouh, il y a tout ça à lire et à ingurgiter. Donc pourquoi pas créer sa propre histoire. Et puis à côté, j'écrivais beaucoup, je dessine un peu, mais j'écris surtout pour moi, hein, c'est absolument rien de professionnel, mais j'écrivais beaucoup à l'époque des mini-scénarios dans l'univers de la fanfiction, essentiellement. J'étais un grand fan de plein de mangas différents. Euh, Evangelion, par exemple, ou Magical Girl comme Cardcaptor Sakura. Donc, j'ai produit quelques textes. Et dans tout ce que j'ai produit, j'ai le souvenir qu'à chaque fois, j'aimais quand il y avait une trame de deux à l'avant qui cachait une trame bien plus importante qu'on ne découvrait que par touche. Et finalement, le travail que j'avais fait avant Magna, le gros travail que j'avais fait, c'était une fanfiction sur Cardcaptor Sakura, donc les chasseuses de cartes, qui a fait quand même 42 chapitres, 2 saisons entières, 42 chapitres avec 42 épisodes, en tout cas l'équivalent. Donc ouais, quelque chose d'assez énorme sur une toile de fond gigantesque, mais avec des petites touches comme ça. Le principe du Magical Girl, c'est pratique, c'est un épisode, une petite aventure, et puis basta. Et puis petit à petit, ça se transforme en saga. Et, euh, et en fait, je crois que c'est comme ça que j'aime concevoir une histoire et que j'aime écrire. Donc pour Magna, je sais, je savais à l'époque quand j'ai commencé que c'était un petit essai. Et puis de ce petit essai, tout de suite, j'ai eu quelques flashs sur des choses un peu plus lointaines en me disant comment je pourrais utiliser ça, comment je pourrais le mettre dans l'univers. Et puis ça s'est tissé petit à petit et je me suis rendu compte que plus je créais une aventure pour mes joueurs au fur et à mesure, plus ça avait des connexions avec ces choses tout au loin et que de temps en temps, je glissais une information en me disant, tiens, je pourrais leur en parler ici, tiens, je pourrais le dire ici. Et ça s'est écrit au fur et à mesure. Mais je sais que j'ai cette vision double, peut-être comme beaucoup d'auteurs, d'ailleurs, je ne sais pas Hmm. trop, j'en ai assez peu discuté, de ce que je fais vivre à l'instant T, mais de tout ce qu'il y a autour et à quel point je peux connecter à tout ce qui est autour. Hmm. Est-ce que dans la vie, c'est ton activité principale, créer des jeux de rôle? Il me semble que tu fais d'autres choses à côté, non? Tu as des Je suis vraies activités, entre guillemets? Je suis prof de maths, donc rien à voir, on va dire, même si je te cache pas Si. que je suis en train d'expliquer avec des élèves, parce que je suis surtout en cours de soutien, je suis pas en poste, donc je viens faire du soutien, que ce soit en collectif ou individuel. Et c'est vrai que quand je suis avec un groupe ou avec un individu seul, j'aime bien lui dire, OK, qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais qu'est-ce que ça sert globalement? Et cette double lecture du morceau et de l'entièreté, c'est quelque chose qui, je trouve, est assez efficace plutôt dans la vie de tous les jours pour regarder les actes qu'on fait, mais dans quelque chose de plus grand, avec une perspective à long terme. Donc c'est ce que j'applique souvent, en fait, autour de moi. Ouais. Et il me semble que tu as aussi créé d'autres jeux auparavant qui ne sont pas des jeux de rôle, mais des Ouais, des jeux de société. jeux de société, oui. Je suis pas encore édité, mais effectivement, j'ai quelques jeux de société dans mes tiroirs. Beaucoup sous forme de prototypes qui n'ont pas beaucoup progressé, puis certains qui sont bien avancés et pour lesquels je cherche encore actuellement des éditeurs. Euh, pour le coup, c'est un peu différent, parce que le jeu de société, c'est un ensemble de règles qui doivent servir une petite aventure de 15, 20, 30 minutes. Voilà, des fois plus, hein, bien sûr, il existe de tout type de jeu. Quand je parle d'aventure, c'est vraiment une aventure ludique. Donc il n'y a pas forcément de récit, il n'y a pas forcément de contexte. Euh,
on est vraiment dans, on commence la partie ensemble, on joue ensemble ou les uns contre les autres. Il y a tout un ensemble de mécaniques qu'on peut mettre en place. Ça apporte plus un plaisir ludique qu'une vraie aventure. Mm. Je te dis ça, et en fait, mon jeu qui est le plus abouti, je pense que c'est probablement celui qui est le plus narratif alors qu'il n'y a pas de texte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une aventure qui se met en place avec les éléments de jeu, où on doit lutter au sein d'une ville contre l'envahissement d'un dragon qui vient tout brûler, mais on doit quand même développer notre ville, rassurer les gens au milieu de ce chaos. Donc il y a naturellement quelque chose, une sorte d'arc narratif qui se fait tout au long de la partie, alors qu'on est vraiment en train de jouer avec des mécaniques de jeu, hein, de cartes, de ressources, etc. Euh, donc ouais, il y a sûrement un peu de ça dans ce que je fais naturellement. Ouais, et puis tout ça, enfin, le jeu de rôle aussi, hein, il y a une partie mécanique, une partie purement tout ce qui est le système, les règles, qui apporte une notion d'aléa, de hasard. Donc on peut aussi rapprocher un petit peu ça des mathématiques. Moi aussi, j'ai un petit peu un vernis scientifique et c'est vrai que j'aime décortiquer un petit peu les règles pour voir ce qui se cache derrière, si c'est particulièrement favorable, par exemple, aux joueurs ou au développement d'actions épiques ou dramatiques. Oui, tout à fait. Moi, j'avoue que j'ai eu de la chance. Le moteur de jeu, c'est presque est né du hasard. Je suis parti de quelques chiffres, quelques valeurs en me disant, je voudrais qu'en améliorant mes valeurs, le seuil de réussite de mes tests soit de plus en plus fort. Et du coup, naturellement, je me suis dit, bah, je vais donc tout bêtement faire un seuil de réussite qui n'est pas dépendant de chiffres ou de valeurs extérieures. C'est propre à chacun. On va calculer un seuil. Il faudra faire moins, puisque du coup, plus on va augmenter nos caractéristiques, plus cet écart va être grand et donc plus il sera facile de faire moins. Et puis les nombres que j'ai choisis m'ont un peu imposé le D20. En plus, j'étais joueur de D&D à cette époque-là. Donc ça s'est fait plutôt naturellement et en fait j'ai trouvé que l'équilibre se faisait bien sur les 8 caractéristiques que j'avais choisies et l'ensemble de toutes les compétences on peut apporter en bonus. Au départ, les règles étaient un petit peu fluides, c'est-à-dire qu'on faisait un petit peu à notre sauce, puis finalement, au fur et à mesure, ça s'est cadré. J'utilisais essentiellement une caractéristique, une compétence, encore une fois, héritage Donjons et Dragons et autres. Ça m'est arrivé aussi d'utiliser deux caractéristiques ensemble pour faire un seuil, parce que c'était possible. Euh, des bonus et des malus, je les ai assez peu inclus, et c'est finalement avec les 12 singes et avec l'expérience que j'avais que je me suis dit que c'était une bonne idée quand même de proposer à un meneur de simplifier ou de complexifier une tâche autrement que par une astuce de calcul. Juste un +5, un -5, ça me paraissait une bonne idée. Et puis, tout ce qui est échec critique et réussite critique, je les ai beaucoup subis, plus en négatif en positif quand j'étais dans d'autres jeux. Et je me rappelle beaucoup plus d'échecs critiques qui ont presque desservi l'histoire. Donc, ils ont leurs fans. Je comprends complètement qu'on adore cette action épique d'avoir réussi alors que c'était complètement impossible, ou au contraire d'avoir totalement raté alors qu'on aurait dû réussir. Mais j'avoue que j'ai pas proposé ça tout de suite. Je me suis dit non, je vais exclure le 1 et le 20 comme des faces magiques qui vont à l'encontre de tout ce qu'on a voulu. Et pour autant, naturellement, je suis arrivé à me dire, bah, s'il y a un seuil de réussite et que c'est réussi de beaucoup, 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 bah, c'est donc très réussi. Pour réussir de beaucoup, 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 ça voulait dire qu'on avait un seuil qui était haut, ça veut dire une caractéristique qui était importante, une compétence qui était importante, et qu'on avait on avait un écart de possibilité qui était grand. Si on fait très petit avec le dé, donc vraiment en dessous de son seuil, pourquoi pas estimer que là, vraiment, nos capacités, on les a surpassées, quoi. Et donc, c'était plutôt logique. Et donc, l'inverse aussi, hein, si on a un petit niveau et qu'on fait un énorme chiffre, bah, si on dépasse de beaucoup le seuil, eh ben, c'est très raté. Donc, j'ai plutôt mis ça en place, d'estimer la réussite ou l'échec en fonction de la marge d'erreur, en tout cas la différence avec le seuil. Et je trouvais que c'était plutôt efficace. Et après, pour les règles, avec les 12 singes, on s'est plutôt amusé à calibrer ça de façon plus propre et moins intuitive pour que n'importe qui puisse le prendre en main. Et ça marche plutôt très bien avec un +10 de réussite ou moins de 10 de réussite. Ça marche bien. Ouais, pour avoir testé effectivement sur un scénar on a dû passer 3 heures peut-être à jouer. Le tout début, les premières 10-20 minutes, bon, on tâtonne un petit peu comme toujours pour s'approprier un petit peu le système. Et puis c'est vrai que ça vient très vite. C'est une mécanique qui est assez rodée, avec des petites différences. On en parlera peut-être un petit peu après concernant les pouvoirs, par exemple, ce genre de Mhm. choses. Mais globalement, effectivement, on rentre très vite dedans pour des joueurs, en tout cas, qui ont un peu de bouteille. Ça ne pose vraiment pas de On, problème.
On peut même dire qu'il n'est pas original. Moi, ça me gêne pas du tout qu'on le retrouve, on va dire, très, voilà, pas calqué, parce que j'ai rien calqué, parce que j'avais très peu de culture. Donc, je vous dis, la seule culture que j'avais, c'était Donjons et Dragons à l'époque. J'avais fait d'autres petits jeux, mais je les avais pas du tout en tête, les mécaniques. Donc, en fait, c'est plutôt que c'est quelque chose de classique. Donc, ça va pas dérouter ceux qui connaissent un petit peu les jeux de rôle en général. C'est facile à prendre en main, je pense, pour ceux qui découvrent. C'est facile à entrevoir pour un meneur, pour créer des tests. C'est facile pour les joueurs de le prendre en main et se dire est-ce que je suis bon, pas bon, etc. Donc, j'avoue que on peut être dans ces petits chaussons si on connaît un petit peu le jeu de rôle, on peut ne pas être dérouté. Et à la fois, je pense que si un jour quelqu'un veut jouer à Magna en changeant complètement, en allant pourquoi pas vers du PBTA ou vers d'autres choses, je suis quasiment certain que c'est largement adaptable. Je pense que Magna n'est pas son moteur, se résume pas à Oui. son moteur, clairement. Le moteur est là, il est pratique, il est fluide, il est simple. Si quelqu'un veut le changer, ben, il le change et pour son expérience, je ne dirais qu'amen. Hmm. Ouais, c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont intimement liés à la manière dont ils sont motorisés. Euh, le système de jeu propulse vraiment la partie et donne une certaine inspiration, une certaine inclinaison. C'est vrai que dans ce cas-là, il est assez neutre, on va dire, le Oui, tout à système fait, par rapport à l'univers en lui-même. tout à fait. Et justement, donc on parle de Magna depuis 10 minutes là, sans avoir réellement défini en quoi consistait ce jeu, cet univers, ce que tu vas proposer au travers de cette œuvre, si on peut dire, parce que c'est... alors déjà, tu es français, tu es breton, je crois, c'est ça, tu C'est habites ça, en Bretagne. tout à fait. Donc bravo, c'est vraiment top d'arriver à produire à éditer, à faire éditer sa création originale comme ça. C'est original. C'est une uchronie, je pense on peut dire ça. Moi, c'est comme ça que je la présente la plupart du temps, une uchronie cachée, parce que les uchronies en général ont vraiment, Mm, à partir d'un certain moment, une bifurcation qui est évidente pour tout le monde. mm, Et ici, à part un personnage qui intervient sur les médias pour présenter des personnages discrets, secrets, et finalement, bah, la population peut complètement s'en fiche et vivre leur vie dans un présent qui ressemble exactement au nôtre. C'est vraiment la seule chose qui marque la différence pour les joueurs au tout départ. Et évidemment, ce qu'ils vont explorer ensuite va leur révéler beaucoup, beaucoup d'autres choses qui ne sont pas, du coup, aux yeux de tous et qui pourtant vont faire la grosse différence qu'il y a entre notre univers et celui de Magna, au point même que il y a beaucoup, beaucoup de choses que je réutilise de notre quotidien, de notre vie, de notre histoire, de nos légendes, et j'ai beaucoup de mes joueurs aux tables, on va dire aux tables habituelles, et notamment historiques, qui s'amusent à trouver ça et là de temps en temps des articles qui disent mais t'avais prévu, t'as vu qu'il y avait ce truc-là qui se passe à tel endroit et donc souvent, c'est évidemment le hasard, mais magna en plus est un mot donc latin pour un pluriel, je dis pas de bêtises. Donc on retrouve forcément déjà ce nom-là à différents endroits. Donc on invite des boîtes, des entreprises qui s'appellent comme ça. Donc on a des actualités des fois qui sont un peu voilà, amusantes à lire. Quand on a joué à Magna et on connaît certains secrets, on se dit ah tiens. Donc ouais, ouais. Euh, voilà, c'est ouais, c'est- c'est du contemporain effectivement. ouais, du contemporain. Alors, quand on démarre un scénario, une campagne, on est pas tout à fait dans notre monde à nous tout de suite là. Non, parce qu'on est plutôt entre 2000 et 2012, euh, parce que tout commence, j'ai envie de dire, de façon dans la partie émergée de l'iceberg, donc tout commence, tout devient visible pour les gens au quotidien à partir de 2000, et l'histoire, en tout cas telle que je l'ai conçue, la trame de fond, va jusqu'en 2012 où on peut parler, j'aime bien parler d'apocalypse parce que ça tease sans vraiment teaser, pardon. Donc 2011-2012 pour l'apocalypse. Donc il y a un après, puisque moi je continue à jouer dans l'après, évidemment. Il y a un avant, puisqu'il y a des scénarios qui se passent avant. On peut même très bien jouer loin dans le passé, voire pourquoi pas loin dans l'avenir, si on sait de quoi il est fait. Donc, mais c'est vrai que l'aventure proposée, c'est quelque part entre 2000 et 2012. Et pour le coup, la campagne s'est proposée entre 2008 et 2012. Ok. Et donc on incarne des gens normaux, on va dire, à qui il va arriver quelque chose d'un petit peu anormal et qui va justement leur permettre d'entrer dans cette trame qui va mener à cet apocalypse, si on peut dire. C'est ça.
Exactement. J'aime bien l'idée de pouvoir penser son personnage de départ sans la contrainte du niveau 1 et d'être faiblard alors que tu es censé être un maréchal ferrant, par exemple, alors que tes capacités te prouvent que bah, t'es pas très bon juste ne serait-ce que pour faire des chevaux. Ce côté-là, dans beaucoup de jeux, m'a beaucoup frustré. Je me suis dit, bah, allez, je mets un certain total de points, chacun se l'attribue comme il veut. S'il veut faire un expert déjà en tir, pourquoi pas. S'il veut être au contraire un peu touche à tout et aller à gauche, à droite, voyager à travers le monde et avoir plein de petites connaissances, mais pas forcément poussées, pourquoi pas aussi. Si quelqu'un veut faire un truc du quotidien qu'il botte, pourquoi pas. Pourquoi pas un truc que tu disais, des gens du quotidien, mais pourquoi pas quelqu'un qui est un peu extraordinaire, un agent secret par exemple, ou quelqu'un qui est et ça fait 20 ans qu'il apprend les arts martiaux. Pourquoi pas il est maître de son dojo. Enfin, on peut, on peut vraiment pas commencer à tous les niveaux parce que c'est pas le côté humain et le développement humain qui va se faire par la suite. C'est plutôt justement le développement, effectivement, comme tu l'as dit, des pouvoirs. Alors, il y aura de quoi s'améliorer aussi personnellement pour le personnage, mais c'est surtout la voie des pouvoirs qui va être explorée. Ouais, dans la vie d'un personnage lambda, comme tu disais, ils vont forcément, dans chaque scénario, c'est l'astuce, c'est la clé, c'est de rentrer en contact avec le vecteur de pouvoir, à savoir du sang, un sang qui vient de créatures qui s'appellent les Fenris, qui sont d'énormes loups. Leur sang est vecteur de pouvoir chez l'humain. Donc un humain qui rentre en contact avec du sang de Fenris, dans les minutes, dans les minutes, les heures qui arrivent, et éventuellement les jours, il va développer une aura et donc une capacité personnelle d'être être capable de faire quelque chose qu'il a envie de faire, et ben, il est capable de le faire. Il développe un premier pouvoir, puis il peut apprendre à l'affiner en faisant un deuxième pouvoir, puis un troisième pouvoir, toujours dans la même voie, évidemment. Si je commence à faire de l'électricité statique, ben, tous mes pouvoirs vont concerner l'électricité, éventuellement le magnétisme. Voilà. C'est comme ça on sort un peu de l'ordinaire. J'aime pas l'ordinaire parce que c'est vrai que moi j'ai des joueurs qui étaient agents secrets, vraiment émérites, qui Hmm. avaient des connaissances partout, en Russie, aux États-Unis. Dès le départ, en fait, je me suis dit que c'est bien d'avoir cette richesse-là. Ils deviennent juste extraordinaires. Ils vont plus que sortir de leurs conditions, devenir des éléments effectivement qui ont un pouvoir, mais l'autre capacité qui va devenir intéressante pour eux et qui les démarque, c'est qu'ils ressentent les pouvoirs des autres. Et ils vont se rendre compte que personne n'a de pouvoir dans le monde à part eux, à part du coup quelques autres personnes. Et à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui a un pouvoir, ça devient vraiment mystérieux parce que waouh, d'où il a eu ces pouvoirs lui? Hmm. Et on est d'accord que ces Fenris sont totalement mystérieux, qu'on ne sait pas d'où ils viennent, pourquoi ils sont là et ce qu'ils réservent en bien ou en mal à notre monde. Quand on joue, quand on commence à jouer, non, effectivement, on n'en sait rien. Et c'est pas marqué effectivement sur la tête qu'ils viennent d'un laboratoire ou qu'ils viennent d'un autre monde parallèle. Il n'y a rien qui le permet de le découvrir. Alors, dans l'aventure, par contre, il suffit à un moment, la meute des Fenris, puisque c'est une meute à part entière, c'est une meute structurée, ce sont des animaux intelligents. Donc, à un moment, si on arrive à établir, alors que, disons-le directement quand même, ce sont des créatures qui détestent l'humain, vraiment. Donc, si on arrive à établir un contact avec l'un d'entre eux et qu'on arrive à discuter avec lui, on peut obtenir des informations sur d'où ils viennent, sur qui ils sont, comment ils sont organisés, et surtout de leur vie interne, parce qu'ils ont leur propre vie, la meute a sa propre existence en marge de toute l'aventure des joueurs, parce qu'elle s'est scindée en deux groupes. Il y a le groupe de la meute, qui est resté la meute, avec son chef, Tori, qui est un géant, un loup géant, mais quand je dis géant, il fait la taille d'un bâtiment. Euh, et de l'autre côté, il y a les rebelles qui se sont mis à part parce qu'ils supportaient pas d'avoir un chef qui avait toute autorité sur la meute et qui ont voulu vivre de leur côté, surtout dans un monde en fait où la race supérieure c'est l'humain et vu ce qu'il fait de son habitat, ils ont aucune considération pour l'humain. Ce qui fait que ce que Tori a interdit, l'interdit suprême, manger de l'humain, les rebelles vont se le permettre Ah et oui. découvrir tout ce que ça leur offre. Hmm. Et tout ce que ça leur enlève aussi. Et forcément, il y a une contrepartie. Oui, là, tu évoques des aspects qui peuvent être découverts à très long terme, enfin, à long terme ou à très long terme sur des campagnes. Est-ce que tu dirais que Magna, c'est un jeu à campagne? Moi, c'est un petit peu l'impression que j'en ai, que c'est pas trop un jeu
voilà, qui va te faire marrer un après-midi, je sais pas, Indominé Satanis pour parler de jeux un petit peu anciens ou un ouais, Monster of the Week en beaucoup plus récent. Est-ce qu'il faut voilà, s'inscrire sur une durée longue pour vraiment tirer le parti de cet univers? Alors, du coup, la réponse, j'allais dire, elle devient pas, elle n'est pas évidente, mais alors, vu ce que tu dis à la fin, elle est complètement évidente. Oui, si tu veux profiter de tout l'univers, c'est clair il te faut une partie longue, pas forcément des centaines et des centaines d'heures. C'est au maître de voir ce qu'il a envie de délivrer comme information, et donc de l'histoire qui peut y amener. Pour autant, sur du scénario court, moi, mon but dans mes scénarios, c'est vraiment de donner l'envie. Donc, je vais dévoiler beaucoup de choses. Mais en fait, si on part tout simplement d'un Fenrir qui est là dans une région du monde, qui pose des problèmes en local, qui est un ennemi, qui est l'ennemi tout court, point barre, qu'on rencontre, qu'on affronte, on peut découvrir d'autres choses autour de lui. Peut-être qu'il s'est créé une famille. Alors, entre guillemets, mais bon, je ne vais pas donner dans les détails, mais peut-être il n'est pas si méchant que ça, mais à la fois au contraire, il était absolument cruel. Il y a de quoi faire un scénario de 6, 7, allez, 3 séances, grand maximum. Et puis voilà, on a fini. Si le meneur ne veut parler que de ça, je trouve que ça s'y prête. Moi, ce que je propose, effectivement, c'est un monde à secret, où chaque secret cache forcément un autre secret, voire une révélation sur un autre secret. Donc, c'est un monde à tiroir. Et pour l'explorer entièrement, oui, il faut jouer longtemps. L'aventure, moi, que je propose, c'est une aventure qui me semble suffisamment intéressante et renouvelée au fur et à mesure pour que la toile de fond qui se dévoile petit à petit ne soit pas l'intérêt principal, mais qu'on ait envie quand même de faire vivre notre personnage dans l'aventure même. Je n'ai pas écrit toute l'histoire, en tout cas pour uniquement délivrer des vérités. Il y a une vraie trame avec l'impact des joueurs sur certains personnages, etc. Sur notamment, comme je parlais tout à l'heure, du conflit entre la meute et les rebelles. Les joueurs ont leur place là-dedans. Ça évoluera aussi en fonction de ce qu'ils peuvent apporter à cette relation. Donc voilà, il y a une action, moi, que je propose, mais qui va permettre de dévoiler quasiment tout l'univers. Je pense quand même qu'on peut jouer sur du scénario court pour se dire, allez, on fait un test sur un scénario qui ne donne pas suffisamment envie aux joueurs de continuer à cause de cette richesse, parce que moi, ça m'embêterait que les joueurs n'aient envie de continuer que pour explorer le fond. Ce que j'aime dans un jeu de rôle, moi, c'est, en tout cas pour ma part, c'est de vraiment faire jouer mon personnage dans un univers et développer sa vie, ses capacités, son être, son ego. Euh, S'il y a une richesse extérieure, tant mieux, mais je trouve que le développement interne est plus intéressant. Et j'ai essayé de faire en sorte que le moteur de jeu le permette vraiment de développer son personnage. Pour ça, on en parlera sûrement, mais il y a des modules de background qui vont vraiment enrichir l'expérience personnelle et qui ne sont pas directement liés au background, justement. Oui, oui. Là, tu parlais de ta trame, de ta campagne, si on peut dire. C'est bien la campagne officielle, on va dire, qui est articulée en 6 saisons, si je ne me trompe. C'est ça, C'est ça, hein? exactement. 6 saisons, ouais. 6 saisons qui ont été qui tiennent sur cinq livres. Mais comme on l'a décidé, on a vu ça dans le découpage qu'on a fait. Le premier livre, c'est pour ceux qui voudraient pas acheter 5 livres, si jamais ça les tente un jour, le premier livre contient la partie du monde qui est nécessaire pour bien faire jouer, on va dire de base, les règles, tout ce qui est création de personnages, l'amorce de la première saison, et suffisamment de moments dans la première saison pour potentiellement donner un aperçu assez clair de ce que ça peut proposer par la suite. Et le deuxième livre vient terminer cette première saison. Et les autres livres, éventuellement, viennent apporter des saisons supplémentaires qui vont toujours plus loin dans l'exploration et personnelle, encore une fois, et du monde. Ça me fait penser, quand on crée quelque chose comme ça, c'est un petit peu notre bébé, voilà, le joyau précieux qu'on a réussi à peaufiner au fil des ans. Est-ce que tu as déjà joué ou assisté à des parties de Magna menées par un autre MJ et qui se l'est approprié d'une manière que tu n'aurais pas, à laquelle tu n'aurais pas pensé, par exemple? Non, j'ai jamais vu une partie de Magda. J'ai eu quelques retours de quelques meneurs qui avaient fait jouer de leur côté, en justement en adaptant à leur sauce, en me donnant quelques informations comme ça. Je n'ai pas vu ce que c'est donné, mais j'ai très facilement imaginé effectivement quelque chose qui n'était plus du tout
mon jeu tel que je l'avais envisagé et qui pour autant avait permis de passer un très bon moment. Donc, je crains pas le côté dénaturé. Au contraire, je pense que je joue suffisamment avec des meneurs qui s'approprient complètement des univers pour me dire que bah voilà comment ça se passe en fait un jeu de rôle et c'est bien quand ça vit comme ça et que le meneur se sent suffisamment à l'aise pour dire attends non ça je prends pas, ça je prends mais je vais le prendre je vais pas le faire pareil. Ça c'est nickel au contraire. Mm, mm. Ouais, Je bien sais que sûr. je ne suis pas en train de livrer un- un recueil de recettes. Je suis plutôt en train de livrer presque un plat fini, ou en tout cas une façon de faire un plat gigantesque fini. Et en fait, si chacun peut le cuisiner à sa sauce, moi, ça me va parfaitement. J'aimerais avoir des expériences, ça, j'adorerais avoir des retours d'expérience. Bon, je me dis que quand le livre sortira, il y a bien une personne ou deux ici ou là qui vont me faire des petits retours, ne serait-ce que sur le Discord des 12 singes. Je sais à l'avance que dans le monde du jeu, beaucoup de jeux sont vendus et sur ces ventes, peu sont joués. Et sur ces jeux, encore moins ont des comptes rendus. Et sur ces comptes rendus, encore moins sont partagés directement avec l'auteur. Je le sais. Donc, je m'attends à ce que ce soit rare. Et je profiterai de tous les retours que j'aurai, évidemment, avec délectation, j'en suis sûr. C'est vrai que le jeu de rôle, c'est un petit peu une activité, une passion pour beaucoup qui a tendance à les pousser à la collectionnite, hein, où on entrepose des séries de livres sur nos étagères. Moi, bon, moi, c'est pas tellement mon cas, mais même si j'ai encore quelques bouquins des années 80-90. Mais oui, comme tu le dis, de nombreux gens achètent des livres un petit peu pour les... En fait, c'est avant tout une lecture, c'est avant tout se plonger dans la tête de quelqu'un qui a imaginé des choses fantastiques qui sortent complètement de l'ordinaire, surtout quand on arrive à des JDR qui sont édités. Bon, on est quand même sur le haut du panier par rapport à tout ce qui peut être créé, que ce soit sur les Discord ou autres. Donc c'est vrai que c'est ça, c'est aussi, c'est presque ouais, c'est presque de la littérature, un roman quelque part. Oui, tout à fait. Moi, je n'avais jamais écrit de jeu de rôle, j'en avais lu un petit peu, mais ils étaient suffisamment différents pour que je capte pas forcément les éléments qui étaient importants à préciser ou à proposer. Donc quand j'ai travaillé avec Yannick des 12 singes, c'est celui qui est chargé de tout le développement du projet, une des premières choses que j'ai faites, c'est je lui ai demandé si ce que j'écrivais, ça correspondait à ce qu'il attendait, parce qu'il y avait des éléments qui étaient parfois sur certains courts extraits. Alors c'est vraiment très court à chaque fois parce que j'ai pas envie de tartiner, mais sur certains courts extraits, j'étais à la limite du récit plus que du conseil au meneur, justement pour faire un petit peu comme on trouve des fois des nouvelles d'ambiance, Hmm. pour voilà, mettre dans l'ambiance. Il m'a dit, oh non, au contraire, on prend, puis de toute façon, comme il m'a dit, hein, si jamais j'ai des retours à faire négatifs, on supprimera, je te dirai pourquoi. Mais en fait, on a laissé tous ces passages-là, je pense notamment à un passage on, que j'avais à la toute base, dans les premiers écrits que j'ai, sur la naissance de Tori, le chef des Fenris, parce qu'évidemment, dans l'histoire, on le découvre, en tout cas dans la narration très rapide de l'histoire de Magna, on découvre Tori louveteau, donc bébé, et il switch de bébé louveteau à bébé Fenris, et on voit ce passage-là, et je me suis dit, bah, ce passage-là, en fait, comme il ne va pas être joué, pour qu'on comprenne un petit peu les tenants et les aboutissants, raconter ce qui se passe, se mettre à la place en extérieur, mais à la place d'un observateur qui verrait cette scène se passer, qui va cimenter le lien qui existe entre Tori, le chef des Fenris, et Robert Watts, le chef de Magna. Ce lien-là, qui peut pas être fraternel, il n'est pas paternel, il est, il est intime et profond. Et je me dis, s'il faut que ça existe par la suite, il faut que le meneur voit comment ça a commencé. Donc il y a des moments comme ça où j'ai un peu plus rédigé, celui-ci doit faire une colonne entière sur une page, et je trouvais que c'était important d'avoir ces moments-là. Et c'est pour ça que quand Yannick me dit, mais tu sais, il y a des gens qui vont faire que le lire, éventuellement ils puisent des idées, et je me suis dit qu'à ce moment-là, ces morceaux-là servaient plutôt bien cette ambition-là. Hmm. Ouais, carrément. Moi, je suis grand lecteur de tas de genres littéraires différents, y compris la fantasy, les uchronies, ça me passionne. À ma modeste échelle, j'en écris un tout petit peu. Et c'est vrai que c'est passionnant à l'intérieur d'un manuel de jeu de rôle, enfin d'un ouvrage de jeu de rôle, d'avoir cette possibilité d'avoir des tranches de vie, des petites nouvelles, des passages comme ça un petit peu clés qui sont racontés et qui te donnent vraiment
la bonne manière dont l'auteur a envisagé cette phase, qui te transmet quelque chose. À toi d'en faire ce que tu veux après, bien entendu, mais en tout cas, voilà, tu as cette petite étincelle, ouais, qui peut enflammer quelque chose chez toi, quoi. C'est vraiment cool, ouais. J'ai essayé de le faire à chaque fois qu'il y a un personnage important qui a droit à sa propre fiche dans le livre. Il y a une partie, j'y avais pas pensé du tout au départ, c'est Yannick encore une fois qui m'a dit, bah, ce serait peut-être bien de savoir ce que savent les personnages, parce que toi, ils sont dans ta tête, ces personnages, mais le meneur, il a besoin de savoir juste ce qu'ils savent, ce qu'ils peuvent dire, mais surtout ce qu'ils savent. Mhm. Et en fait, j'ai transformé ce petit paragraphe à chaque fois quasiment en, alors pas tout le temps rédigé, mais quand il y a des éléments de vie, j'ai trouvé que c'était important d'avoir un ressenti, d'aller un peu plus loin simplement que des faits. Et je pense que pour chacun, j'ai relu d'ailleurs un personnage il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit, oh, elle est antipathique, mais, mais elle me donne envie de lui écrire un truc, enfin de composer une histoire, parce que son vécu est quand même particulier, quoi. Et donc ouais, même en le redécouvrant, tu vois, quelques mois ou quelques années plus tard, je me dis, ça fait son petit effet. Donc je suis assez content. Ouais, tu as évoqué à plusieurs reprises les 12 singes. Donc, les 12 singes, c'est la société qui édite Magna. Tout à fait. Euh, donc, vous avez fait un financement participatif pour aboutir à cette édition, Tout à qui a fait. été un joli succès, si je ne me trompe, hein. Vous avez largement dépassé, triplé, je crois, les objectifs, il me semble. 340%, je dirais, à force de l'avoir suivi. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais 340%, ça m'avait un peu marqué parce qu'on avait dépassé les 300%. Alors pour moi, c'est un immense succès. Pour eux, c'est un succès, on va dire, normal. C'est pas un immense D'accord. succès parce que ils ont d'immenses succès, notamment à chaque fois qu'ils ont une idée, enfin, un projet par rapport à Cthulhu. C'est quelque chose qui attire énormément. Et là, on peut parler effectivement d'immenses succès, d'explosion de tous les chiffres. Le mien reste honorable. C'est vrai que ça a plutôt bien marché, surtout que bah, il n'était pas attendu. On n'avait pas assez de matière pour forcément teaser à l'avance, puisque le projet était encore en correction et en Mm. retouche quand le financement a été lancé. On avait quand même beaucoup d'illustrations, beaucoup de choses dans les maquettes qui avaient été faites, mais peut-être pas assez pour avoir des visuels à l'avance, pour annoncer des Mm. choses. Moi, ça fait quand même déjà 1 an et demi, 2 ans que je vais dans différents festivals avec eux pour le faire jouer et le faire découvrir. Mais donc, c'était pas un jeu qui était très attendu. Alors moi, je sais que j'avais une grosse communauté qui l'attendait, des gens qui en parlaient facilement autour d'eux. Donc le pic à l'ouverture a été impressionnant. Après, un gros plat, évidemment, comme tous les financements. Mm. Puis à la fin, sur les 2 derniers jours, ça a bien monté d'un coup. Donc finalement, moi, je suis très, très, très satisfait, j'avoue. Dès qu'on a fini le premier palier qui dit, ça y est, le jeu existe, je me suis dit, ah, Eh oui. bon, ça, c'était le premier palier important. Et puis le 200% m'a marqué quand même. Et 300%, ça a été un vrai plaisir. Hmm. Ouais, donc ça va permettre d'avoir vraiment toute une gamme d'entrées. Donc un manuel de base, comme tu le disais, des manuels qui vont permettre d'avoir cette campagne, et puis tout ce travail visuel aussi. Comment s'appelle ton illustrateur? Ah, ben, Jean-Baptiste, j'avais perdu son nom. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui a fait. Bah, il y a un style qui est vraiment marqué, qui soutient bien en fait le peu que j'ai pu voir jusqu'à présent du projet. On est bien dans cette, enfin, je pense qu'il a bien compris, il a bien transmis en tout cas, transformé tes mots en quelque chose de visuel, de graphique. Ouais, toute la touche qu'il a apportée, c'est essentiellement sur les choses on pouvait pas illustrer. Et cette patte-là qu'il a mis très cinématographique, très, très Mm. mise en lumière, j'aime beaucoup. Notamment sur les personnages, parce que trouver des images de personnages, c'est pas évident. Donc, de l'avoir eu pour la création des personnages, plus que pour la création, pour le fait de les matérialiser devant moi, parce que franchement, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vu Robert Watts, que j'ai dans la tête depuis 2005, parce qu'il était déjà là tout au début. J'ai vu ce personnage évoluer au fur et à mesure des saisons. Dans ma tête, il a aussi évolué au fur et à mesure des visuels que je trouvais, etc. Des acteurs comme ça sont passés devant mes yeux, mais dès qu'un acteur existe, je trouve que c'est l'adaptation et je suis moins Oui. fan. Donc, j'ai jamais été chercher des personnages, par exemple, moi-même pour mes jeux de rôle, ou des PNJ, en tout cas, dans des visages connus. Et quand j'ai vu apparaître ce bonhomme, je suis waouh, mais oui, c'est Robert Watts. Donc, il a fait un travail, et sur certaines scènes, que je ne pouvais pas trouver non plus. Je ne pouvais pas demander à quelqu'un de créer ces scènes-là ex nihilo. Il fallait que j'ai le descriptif parce que ça correspond à rien qui existe. Donc,
ça devait être, pardon, ça devait être créé ex nihilo, mais ça devait pouvoir être propre à Magna. Et j'avoue que sur toutes les scènes importantes, il a été là pour l'illustration. On a de très très belles illustrations, notamment de certaines créatures. Et par contre, euh, il y a quand même une maquette qui a été faite par Julien, et Julien, qui est aussi donc la directeur artistique en l'occurrence, il est aussi graphiste, hein. Et franchement, il a de son côté continué d'habiller la maquette, ça sera à découvrir, je le souhaite, au plus grand nombre, mais il a continué d'habiller la maquette avec notamment des conseils qu'il prenait auprès de moi sur quel type d'image, quel type d'objet, quel type de lieu, quelle ambiance, etc. Je lui ai donné pas mal de conseils. Il a fait la maquette, bien sûr, mais il a trouvé des images qui allaient, qui habillaient, et des images ancrées dans le réel, cette fois-ci, pas illustrées, donc vraiment de l'image réaliste. Et ça vient apporter, en plus du côté personnalisé du travail de Jean-Baptiste, ça vient apporter un côté très ancré dans notre réalité, puisque ces images, c'est par exemple des images de villes connues, puisque voilà, Hmm. à Strasbourg notamment, je pense à Strasbourg, mais il y en a d'autres. Euh, et quand on voit la ville, on se fait tout de suite plus une idée de l'ambiance dans laquelle on emmène les personnages. Moi, j'ai travaillé quasiment depuis, enfin, j'ai travaillé, j'ai joué à Magna avec un seul outil quasiment depuis toujours, c'est Google Maps et Google Street View. Ok. C'est mon outil pour voir l'ambiance d'une rue, d'un truc, et puis ensuite de pouvoir amener mes joueurs et joueuses sur ces endroits-là. Et Ok. d'ailleurs, je continue à partager des images de Google, de Google Maps, Google Street View. Je trouve que ça place directement dans une image, même si après on prend des libertés, évidemment. Et donc, on aura beaucoup de ça dans la maquette Hmm. finale. D'accord. Et d'ailleurs, tu évoques la manière dont tu fais jouer Magna. Donc, toutes ces premières années, bien évidemment, c'était sur table puisqu'il n'existait que ça. Aujourd'hui, tu le fais plus jouer à distance, j'ai l'impression. Donc, via les outils. Non, tu joues Ah encore non, pas non. mal en Ah, présentiel. Ouais, j'avais quatre tables, j'en ai une qui s'est mise en arrêt il y a quelque temps, je pense qu'elle ne reprendra pas. J'en ai une où j'ai une jeune maman qui vient voilà, d'avoir un enfant, donc elle est un peu mise en pause jusqu'en juin. J'ai les deux autres qui continuent, et donc quatre tables historiques, j'ai envie de dire, puisque je crois que Ah la plus ouais. jeune, elle doit avoir 10 ans, et la plus vieille, elle en a donc 18. Euh, et c'est donc encore trois tables qui continuent à jouer à différents moments de l'histoire, et puisque j'ai une place de libre, j'ai quelques personnes qui me demandent à en relancer une. Et je suis en train de me dire, est-ce que j'en relance une sur un matériau que j'ai déjà testé, bêta-testé en long, en large et en travers et que je connais bien, ou est-ce que je crée quelque chose de nouveau pour eux? Donc, non, non, je continue à avoir très largement la préférence pour le jeu en présentiel. J'ai besoin de vivre physiquement le moment, et donc j'ai besoin de l'échange avec l'autre. Là, c'est tout bête, hein, je vois ton image, mais je sais que je ne te regarde pas dans les yeux, et je sais que tu ne me regardes pas dans les yeux. Et oui, oui. Et c'est tout bête, mais quand il y a trois personnes qui me regardent tel que tu me regardes là sur la webcam, bah, je ne sais pas qui me regarde, et je ne sais pas qui je regarde. Bref, cette interaction-là, moi, elle me manque énormément. Alors pour autant, depuis l'été dernier, j'ai fait beaucoup Hmm. de parties en ligne, parce qu'il fallait aussi faire découvrir un peu Magna. J'y ai pris du plaisir, hein, évidemment, en enlevant certaines choses et en rajoutant d'autres. C'est une autre façon de jouer, mais c'est pas ma préférée. Hmm. J'apprécie ces parties-là, mais clairement, on ne me retirera pas le besoin d'être physiquement présent, de camper des personnages, de froncer les sourcils, de pointer quelqu'un du doigt quand je lui dis quelque chose, de taper sur la table, pourquoi pas, et ça fait sursauter parce qu'il y a la vibration qui est là. Enfin, toute cette physique-là, elle me manque quand je suis autour d'une webcam seul, comme ça, dans mon petit écran refermé. Ouais, c'est très différent, je suis bien d'accord. Et oui, oui, et ce qui est remarquable, tu évoques une table depuis plus de 18 ans avec les mêmes personnes. Je pense que vous n'êtes pas très nombreux à, à pouvoir vous targuer de ce genre de choses. Et puis en plus, tu vois évoluer les gens au fil de l'eau, peut-être se marier, avoir des enfants, changer de travail. Joueur et personnage, tout à fait. Oui, tout à Oui, fait. oui, Ouais. carrément. Donc il y a une petite. Ça se répond un petit peu entre l'un et l'autre. Ouais, c'est assez rigolo et c'est très impressionnant. Bah, c'est en fait le moteur de création de Magna. Si d'ailleurs à un moment j'arrive à avoir un petit encart pour mettre des remerciements, je vais clairement remercier ces joueurs-là. Hmm. Et d'ailleurs, une joueuse qui a joué au départ et puis après qui est partie, mais ces joueurs-là, parce qu'ils ont été le moteur de la création de Magna.
Ça a été un petit peu mon brouillon à chaque nouvelle campagne. C'était eux qui jouaient le brouillon. Et c'était ce brouillon qui me servait à voir les éléments importants et ceux qui étaient moins importants ou qui n'étaient pas très bien réussis pour la deuxième table qui allait passer quelques années plus tard par là. Donc ils m'ont vraiment servi de brouillon. Et puis c'est pire que ça, après la saison 5 si je dis pas de bêtises, j'avais pas encore d'arc narratif pour aller vers une fin. On avait déjà entamé une sorte de deuxième nouveau cycle. Il y a le cycle de la première saison, puis le cycle des saisons 2, 3, 4. Et puis il y a un grand cycle qui commençait, saison 5, et je voyais pas comment construire la saison 6. J'avais eu l'impression d'être arrivé à une fin un peu trop finale à la fin de la saison 5 et que mon arc, je savais pas comment le nourrir. Et j'ai un joueur qui m'a dit, bah, est-ce que après, j'aurais dit, est-ce que vous avez des mots-clés, des choses comme ça, il y a un joueur qui m'a dit, bah, puisqu'on joue à Magna, est-ce que tu pourrais pas imaginer d'y mettre du magma? Je fais, ah, c'est tout bête, hein, tu vas voir que c'est vraiment tout bête. Magma, ok. Bah non, je vois pas comment je pourrais mettre du magma dans Magna. Et donc je me suis dit, alors un truc avec des volcans, ok, est-ce que je pourrais pas avoir un personnage qui s'appelle Volcano? Est-ce que ce personnage-là pourrait pas être lié à quelque chose que je suis en train de préparer et que j'ai pas encore dévoilé à personne? Mais si c'est le cas, ça veut dire que ça serait le moment de le dévoiler. Ok, construire quelque chose qui permettrait de mettre en place petit à petit une sorte de fin du monde annoncée, que j'ai déjà plus ou moins teasé depuis un certain temps. Ça permettrait de placer le grand méchant qui est là depuis la première saison et de le mettre en plus en second méchant alors qu'il ne serait pas vraiment le premier concerné. Tout s'est construit assez rapidement et la Hmm. saison 6 est née et elle est arrivée pour mettre un point final à ce troisième arc et même, on pourrait dire, bah, ce que je propose sur les 12 singes, à cet immense arc narratif sur les Fenris. Euh, et puis, voilà, sur un mot-clé, sur une contrainte de création. Donc, c'est vraiment, ça a été créé pour eux à la base. Et je leur en suis effectivement infiniment reconnaissant. Et puis, saison après saison, je leur dis, est-ce que on s'arrête là? Est-ce que vous avez envie de continuer? Et ben, on joue encore, donc tu as la réponse. Ouais, avec toujours une trame qui avance, où j'imagine que vous avez pu retourner en arrière à certains moments, et, changer de personnage. Non, pas forcément. Même pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai Fou, hein. un personnage. Alors, les deux autres ont changé entre-temps, effectivement. Après cette fin dont je te parlais, Ouais. il a pensé que son personnage était arrivé au bout de tout ce qu'il avait à découvrir en termes d'évolution personnelle, marié, des enfants qui allaient devenir des gens importants. Enfin, il, il voulait commencer quelque chose d'autre, un nouvel arc. Donc, ok, on a changé son personnage. J'en ai un très tôt, il m'a dit, bah, mon personnage me plaît, mais j'ai l'impression que le pouvoir, je vais pas réussir à le développer sur du long terme. Est-ce que je pourrais pas tester autre chose? On a testé autre chose. Cette autre chose lui a pas vraiment plu parce qu'il ne voyait pas très loin dans l'avenir. Et il s'est dit, bon, est-ce que je pourrais pas faire un personnage qui est plus tourné vers quelque chose que je connais, moi, le domaine de compétences, je suis biologiste, donc est-ce qu'un lien, un pouvoir avec la biologie, j'aurais des idées pour le développer. Et depuis, donc ça c'était dans les 3 premières années, je crois, et depuis 15 ans, du coup, il a le même personnage, parce que ça lui convient maintenant. Et j'en ai un donc qui a gardé le même personnage depuis tout ce temps-là, mais bon, c'est un joueur qui est tourné vers un type de personnage. Je pense que s'il jouait à Donjons et Dragons, ce serait le paladin. Mais alors le paladin gentil, droit, direct, celui qui fait ce qu'on lui dit. Et je l'ai trahi un nombre de fois. Et pourtant, il reste droit dans ses bottes. C'est un personnage qui est adorable. Donc voilà, j'ai ce petit groupe effectivement qui a évolué. Et non, on n'est pas revenu en arrière, à part quelques modifications personnelles, justement, et des évolutions, c'est toujours aller de l'avant, en fait, toujours en progression, en explorant toujours un peu plus, des fois avec des sauts d'un an, des fois avec des sauts de 5 ans, histoire de laisser un peu vivre leur personnage, de construire quelque Hmm. chose. Parce qu'encore une fois, moi, ce que j'aime proposer, et c'est pas préconisé du tout dans le jeu, hein, chacun fera comme il veut, mais moi, ce que j'aime vraiment proposer, c'est un développement personnel de son Oui, personnage au sein du monde. oui, bah Pas juste une justement, oui. exploration, quoi. Ouais, justement, oui, tu donnes la part belle à la création, alors que ce soit en transmettant le jeu pour d'autres MJ, mais directement auprès des joueurs qui sont libres. Enfin, voilà, quand on commence à one-shot, mais pour les campagnes, j'imagine que c'est un petit peu pareil. Le champ est totalement libre, comme tu l'évoquais, et j'ai l'impression, alors on n'a pas joué longtemps ensemble, mais j'ai l'impression qu'effectivement, tu as à cœur de développer bah,
une psychologie, une personnalité, enfin de faire développer une psychologie, une personnalité, une ambition, des valeurs, des objectifs, euh, qui est vraiment des personnes tangibles qui s'animent entre les mains des joueurs. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai même tendance, enfin, pour les one-shots, un petit peu moins, parce que j'ai même tendance à freiner un peu certains joueurs ou joueuses qui voudraient créer un petit peu trop, parce qu'on joue que 2 heures et demie, 3 heures, et en 3 heures, on peut vite être frustré de ne pas avoir mis en place ce truc-là, parce qu'il aime Mm. bien filouter, il aime bien faire les poches des gens, mais à aucun moment c'était possible. Euh, donc, mais oui, mais par contre, clairement, pour mes joueurs sur du long terme en campagne, quand je sais qu'on va jouer au moins une dizaine, une vingtaine de séances, je leur demande de penser avant la création d'un personnage à qu'est-ce qu'ils veulent jouer, quel type de psychologie, est-ce qu'ils sont renfermés, ouverts aux autres, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'inspirer des relations, des connexions avec d'autres, parce que je sais directement, comme je connais tous mes PNJ, avec qui ils pourraient ne pas s'entendre, avec qui ils pourraient s'affronter, à qui ils pourraient être simplement en compétition. J'ai une joueuse à ma table la plus récente qui m'a dit, moi j'aimerais bien faire quelqu'un qui est dans l'art, qui est sur le marché de l'art. Et tout de suite, je me suis dit, OK, je sais à qui je vais la connecter, je sais exactement avec qui elle s'entendra, et je sais exactement qui sera son némésis, si on veut dire. Mm. Et je m'en sers en fonction de, voilà, de ce que m'apportent les joueurs en termes de volonté d'expérience. Ça, c'est vraiment un choix personnel parce que je n'ai pas du tout donné de conseils ou quoi que ce soit dans Magna. Pour autant, il y a les modules background qui vont vraiment aider à ça. Les modules de background, c'est des morceaux d'histoire qui sont liés normalement au personnage que le meneur peut, à sa discrétion, associer à tel ou tel joueur ou joueuse en disant, hein, lui ou elle, vu ce qu'il ou elle est en train de me dire de ce que prépare l'avenir, je vais lui attribuer ce module-là, et en faisant ça, il connecte naturellement le personnage à un PNJ, par exemple, mais aussi à des situations, pourquoi pas à des révélations sur son passé. Je pense notamment à un joueur qui va découvrir que si son père est dans l'aventure ou s'il a créé des Mm. parents, bah, son père n'est pas son vrai père, que son vrai père n'a pas d'intérêt pour lui, au passage, mais qu'il est important dans l'univers et qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir des connexions. Et alors là, ensuite, libre au joueur ou à la joueuse de se dire, bah, j'ai envie, bah, mon personnage a envie de connaître cette personne, ou au contraire, s'il vient vers moi, il est hors de question, je le connais pas, il s'est pas jamais intéressé à moi. Et donc, c'est laissé libre. Il y a des éléments que ce PNJ va apporter. Si c'est pas à ce joueur ou à cette joueuse parce qu'elle refuse, il l'apportera au moins au groupe, mais il entretiendra une connexion. Euh, Chacun des modules va, pas forcément psychologiquement, là je parle vraiment d'une psychologie Mm. particulière, de la relation père-fils ou père-fille, mais ça peut être différentes situations, quelqu'un qui aime les technologies et qui va se retrouver embarqué dans quelque chose de particulier sur son individu, etc., etc. Il y a des modules comme ça qui sont à proposer, que je conseille d'utiliser parce qu'à la fois ils vont apporter pas des bonus en termes de stats, mais des éléments de narration qui peuvent être développés à la fois personnellement et potentiellement à l'intérieur, apporter des indications ou des aides pour là où les campagnes en cours. Ouais, et puis ce sont, comme je les perçois, des points d'accroche, des points d'appui pour connecter le personnage à la campagne, à la trame, et Oui, lier de manière personnelle, viscérale, pour citer un mot qui plaît beaucoup à un de mes camarades de jeu. Voilà, les lier vraiment intimement à la trame et du coup les impliquer davantage et donner aux joueurs l'envie de foncer, quoi, d'aller de l'avant. exactement, tout à fait. Hmm, hmm. Ok. Est-ce que dans Magna, il y a des valeurs, une morale? Est-ce que de tout ça se dégage quelque chose sur, comme c'est souvent le cas hein, dans les uchronies, se dégage quelque chose sur notre propre monde? Est-ce qu'il y a un reflet quelque part de ce qu'on est nous? Je crois que c'est intervenu petit à petit et ça m'a révélé petit à petit des choses sur moi-même. Je te cache pas que je suis pas un grand défendeur de la cause écologique de base, parce que je ne me crois pas un grand défendeur de la cause écologique. Et en fait, je me suis rendu compte que le message écologique à l'intérieur, il est assez fort. Preuve que ça me touche quand même d'une façon ou d'une autre et que j'ai envie de développer ce message-là. Le jeu se veut, le monde en tout cas, l'univers se veut le plus positif possible. C'est-à-dire que dans l'univers, des individus œuvrent dans l'ombre pour améliorer les choses.
Et vraiment, ils œuvrent pour améliorer les choses. Alors après, leur part d'ombre, etc., est-ce qu'ils font bien ou mal, c'est autre chose, mais leur intention est vraiment de faire en sorte qu'il y ait un mieux-être. Et comme je le dis souvent d'ailleurs pour présenter les one-shots, si on devait comparer les deux époques, on verrait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. Pas de façon gigantesque, mais les moyens qu'il a fallu mettre en place sur du long terme pour arriver à faire évoluer les choses est conséquent, preuve qu'ils sont là depuis un certain temps et que oui, ils œuvrent à faire en sorte que les choses aillent mieux. Donc il y a vraiment ça, il y a un parti politique qui apparaît, ça et là, qui va pas avoir une grande incidence sur le déroulement du jeu, mais qui vient tapisser la toile de fond, le parti positiviste, pour te dire, il apporte bien son nom, qui est né de la présence du coup de la révélation de l'existence des saints, de cet élan de j'ai envie d'agir moi aussi puisque des gens le font, puisque le monde n'est pas 100% nombriliste, tourné uniquement vers soi-même, vers son propre enrichissement personnel, puisqu'il y a des gens qui se sont tournés vers les autres, j'ai envie de le faire aussi. Et donc ça a amené des gens en Mhm. politique à se tourner vers ça et à proposer quelque chose de, on pourrait pas dire apolitique, c'est probablement une politique de gauche, évidemment, mais ça n'est pas présenté comme ça du tout dans le jeu. C'est pas d'ailleurs, ça n'a pas de vrai impact. On est à chaque fois sur la toile de fond de l'univers pour dire vraiment, pour en venir encore rajouter une couche sur le fait que les choses sont censées s'améliorer petit à petit. Il y a des gens qui le font et même à une échelle politique. Bon, c'est l'utopie, hein. On est en train de décrire une Oui, utopie, pas une exactement, uchronie, hein. c'est le mot que j'avais en tête, oui. On est sur l'utopie. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où il y a cette révélation uchronique, donc, je me dis que bah, pourquoi pas basculer petit à petit vers bah, le strict contraire d'une dystopie pour, Mhm. même si les choses vont pas bien se passer, même s'il y a plein de choses qui vont mal se passer, mais que l'intention principale soit là. Mhm. Et puis, pour l'écologie, en tout cas, j'ai au moins deux familles de créatures. Une famille de créatures qui observent le monde depuis toujours. Je révèle rien, on ne sait jamais, qui regarde, mais une famille de créatures qui surveille le monde depuis toujours, qui surveille l'humanité, qui l'observe depuis toujours, et qui sont catastrophés par ce que l'humanité fait de son berceau, par le je m'en foutisme, pour toutes les conséquences qu'il y a à une échelle immense, alors que le monde est censé déjà aller un peu mieux. Mhm. C'est là où intervient la critique vraiment. Et puis les Fenris, qui se savent puissants physiquement, se savent puissants parce qu'ils ont des pouvoirs eux aussi, euh, et se savent bridés par leur chef qui sait que leur place n'est pas sur Terre, puisqu'ils n'ont pas, c'est pas leur lieu naturel, c'est pas là où ils ont tout loisir de pouvoir vivre, même s'ils cherchent, hein, ils parcourent le monde pour essayer de trouver une place. Euh, et donc, on a ces créatures qui sont déjà bridées par le chef, par l'autorité du chef, et qui donc vont encore plus faire ressentir aux joueurs le côté on est la race supérieure, estimez-vous heureux qu'on l'assume pas complètement parce qu'on le bride. Et il y a cette idée de vous profitez de votre statut et faites en sorte de bien vivre dans votre milieu parce qu'on pourrait vous l'enlever, mais en claquant des griffes, quoi. Mhm. Donc j'ai vraiment, normalement, les Fenris ont ce dialogue-là si on vient les embêter. Ils aiment bien, et je le rappelle, venir rappeler aux joueurs que ce sont des humains avec des pouvoirs certes, mais des humains, des créatures faibles par rapport à des Fenris. Mhm. Donc il y a une idée de reprenons. J'aime bien cette idée de garder, savoir quelle est sa place dans le monde, alors pas dans le monde socialisé, mais bien dans le monde naturel, euh, que l'on détruit beaucoup plus qu'on construit, que l'on envahit plus qu'on ne prépare et on aide à se développer. C'est finalement quelque chose qui s'est développé avec les années dans ma façon de penser et que Magna vient Mhm. sériner comme ça de temps en temps, par-ci par-là, sur des points importants. Ouais, c'est plutôt pas mal parce que la plupart des jeux sont quand même assez sombres et nous plongent dans des univers bah, moralement plutôt décadents en général, que ce soit des mondes un petit peu futuristes à la Star Wars ou un peu moins futuristes à la Shadowrun ou complètement contemporains avec tous ces univers sombres peuplés de créatures terrifiantes qui n'ont qu'une envie, c'est de mettre l'humanité sous leur joug. Donc on est quand même en général sur des thématiques assez sombres et même si Magna a une part
sombritude, non. Eh bien, c'est plutôt cool de distiller cet espoir, en tout cas cette idée que tout peut aller mieux si on en prend conscience et on va de l'avant. Ça n'empêche pas qu'il y ait des beaux salauds, qu'il y a des opportunistes, des profiteurs, des gens qui économiquement vont essayer de développer leur univers, leur empire. Hmm, En fait, je voulais pas. À la base, je voulais faire je voulais vraiment créer un autre univers, un autre présent que le nôtre, mais je voulais pas que ça bascule complètement dans l'utopie, parce que je suis pas fondamentalement quelqu'un qui croit euh, en l'espoir absolu qu'on peut se permettre d'obtenir si on fait tout ce qu'on peut qui est en notre pouvoir. Je suis plutôt un réaliste. Euh, mais j'avais envie d'avoir un univers qui va chercher, grignoter un petit peu vers l'utopie en disant, et si? hmm, Et s'il y avait ça, est-ce que ça pourrait pas avoir un tant soit peu de tangibilité de se dire qu'il y a des gens qui veulent faire le bien et qu'on les laisse faire et qu'ils apportent un petit peu de bonheur aux gens? Et donc ça n'est pas une utopie, il y a des choses utopistes dedans, mais c'est clair qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Comme tu l'as dit, il y a du sombre à tous les coins de rue. Il y a de la crasse parce qu'il y a de l'humanité. Le type qui est hyper positif. Euh, non, mais voilà, il y a des créatures les Fenris sont cruelles, ça reste des bêtes, même s'ils sont sociables enfin, en tout cas sociabilisés. Euh, je voulais quand même qu'il y ait quelque chose qui aille toucher du doigt, une sorte, comme tu dis, d'espoir, et de pouvoir y croire, de hmm, pas, et surtout pas quelque chose qui pèse sur les épaules du joueur, en fait. Alors, hmm, j'avoue que toutes mes tables, j'essaye de faire en sorte que pendant qu'on joue, on enlève un petit peu de ce poids qu'on a tous et toutes dans notre quotidien. Et que, comme c'est du quotidien, je voulais pas qu'on aille verser dans les choses du quotidien. Alors, il y a des trucs pas cool qui se passent, mais si on peut s'enlever ce poids-là et jouer de façon un peu plus légère, dans un monde qui se veut plus opportuniste, enfin plus, pardon, positif, hmm. c'est ce que je voulais proposer. Ouais, ouais, ouais. Ok, je comprends très bien. Dis-moi comment on peut tester Magna, se renseigner dessus, feuilleter peut-être une partie, en apprendre un petit peu plus sur le background, tout ça, d'ici à cet été, d'ici à la sortie. Alors, il n'y a pas grand-chose. On peut éventuellement me trouver sur des parties que je vais proposer en ligne, je pense encore d'ici l'été. Je vais en proposer une par semaine, une toutes les 2 semaines. Je vais ralentir un peu parce que j'ai pas mal de choses qui tombent en même temps là. Mais pourquoi pas, pense que comme maintenant il y a pas mal de gens qui connaissent, alors pardon, j'ai dit sur Opal Rollist et sur jeux vidéo Idée. virtuel, pardon, Oui. JDR virtuel, le forum. Donc sur ces deux sites-là, je propose mes parties, mais je vais peut-être un peu calmer la donne et mettre un petit message en disant, bah, si vous voulez, vous connaissez un tout petit peu, vous voulez faire jouer des gens que vous connaissez, n'hésitez pas à me contacter et on pourra créer des parties parce que l'activité est de mettre en place une partie, de faire son suivi, de voir les gens qui s'inscrivent au fur et à mesure, qui se désinscrivent parce qu'effectivement ils ne peuvent pas puis revenir, c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps. Hmm, Et autant j'ai consacré très volontiers ce temps-là pendant la phase de présentation de Magna avant le hmm, financement, autant maintenant que le financement est lancé, je pense qu'il a besoin de vivre en boutique surtout. Là, il y aura. Et vivre en boutique, c'est souvent les gens en boutique qui connaissent le jeu, qui l'ont lu et qui savent le conseiller. Donc, mon rôle pour la pub, il est un peu fini, je pense. Pour la visibilité, par contre, il est important et je serai donc, si on veut vraiment tester en one-shot court ou long, je serai sur différents euh, conventions et hmm. festivals. Je pense que je serai à Octogone cette année, en tout cas le prochain Octogone. Je serai encore à Cannes. Et je sais que sur les deux, je fais des scénarios courts en journée et des scénarios longs en soirée. Ok. Donc, si voilà, les gens veulent tester un scénario long, alors, c'est des inscriptions qui se font à l'avance, donc c'est pas improvisé sur place, mais ça peut toujours s'organiser. Et puis, j'ai un Discord, je te donne pas forcément le lien parce que je préfère qu'il reste euh, consacré aux joueurs et joueuses qui vont vraiment jouer. Mais pour autant, je suis disponible effectivement sur les forums
des deux sites dont j'ai parlé, Opalrollist et JDR Virtuel. Sur le Discord des 12 singes, là par contre, sans aucun problème, il y a une section consacrée à Magna et je répondrai à toutes les questions. J'y suis quasiment H24. Donc il ne faut pas hésiter à venir me poser des questions. Et puis Magna a un Facebook que j'avais ouvert il y a très 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 longtemps, sur lequel, alors, c'est décousu parce qu'il y a toute la partie création-écriture qui vient, qui vient perturber, on va dire, une sorte de continuité. Mais si on lit un petit peu les articles, on doit voir un petit peu l'ambiance, comment je développe Hmm. le jeu, par quoi je suis passé comme étape. C'est plus sur la création finalement que sur l'univers, même s'il y a des touches qui parlent de l'univers et de certains personnages sans rien développer, sans rien pardon, divulguer, parce que de toute façon, sur cette page, à la base, il n'y avait que mes joueurs ou quasiment. Il était hors de question que je développe et que je perturbe leur aventure. Évidemment. Donc normalement, tout est lisible, il n'y a rien qui spoil quoi que ce soit pour les joueurs, notamment les joueuses, qui voudraient découvrir. Mais c'est tout parce qu'il n'y a pas de, on n'a pas de texte encore qui a été proposé. Je sais qu'il y a des, je sais, je suis en train d'écrire des scénarios courts parce qu'ils ont été débloqués pendant le financement participatif. Je peux faire une petite révélation, c'est que l'un d'entre eux sera dans l'écran du meneur, pardon. Hmm. Donc dans le livret, pas dans l'écran, mais dans le livret qui va Hmm. avec. Hmm. Donc ça, c'est un petit spoil parce que voilà, c'est un secret. Ah, Et en plus, mon scénario préféré, l'aventure en Andalousie. Je suis en train d'écrire les deux autres et je pense que ceux-là seront envoyés aux personnes qui ont participé au financement. hmm. Et je ne sais pas pour l'instant s'il y aura, comme ils le font souvent chez les 12 singes, un livret de découverte qu'ils appellent Initiative, Hmm. qui permet en un simple livret d'avoir une aventure, de prendre goût un petit peu à l'univers proposé. C'est pas encore en projet, mais c'est pas exclu avec toute la matière qu'on a. Et surtout que c'est pratique pour découvrir. Je sais beaucoup de gens leur demandent en festival, justement, ou en convention. Ils s'intéressent à cette partie-là de leur stand Initiative. Hmm. Donc, peut-être aussi un livret initiative un jour. Bon, pas mal de bonnes choses à venir alors pour Magna. Oui. Et dis-moi, quand toi tu es joueur, es-tu joueur et quand tu l'es, à quoi tu joues? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Alors, ce qui me fait vibrer, c'est de développer, quelle surprise, la psychologie de mon personnage. J'adore creuser. Alors, j'ai joué ces dernières années à Trinité. On a commencé Trinité avec les mêmes joueurs que ma table historique, donc on était en alternance. Et c'était drôle, on a commencé Trinité un peu plus tard, mais finalement on a joué 10 ans, on s'est arrêté depuis quelques années maintenant. Et je campais un personnage. Alors, j'ai peur toujours d'utiliser les mauvais termes parce que ça va chercher dans la psychologie un peu l'aspect négatif. Mais c'est quelqu'un qui avait un personnage que je voulais tester. Comme ça, je voulais jouer quelqu'un qui n'avait aucune accroche sociale sur le bien et le mal. Hmm. Je veux pas dire de bêtises avec psychopathe, mais quelque chose comme ça, ou sociopathe. Ouais, psychopathe peut-être, effectivement. Ouais, ouais. Mais dans le côté, pas le côté négatif qu'on en connaît, vraiment la personne qui n'a pas d'ancrage sur ce qui est Hmm. bien, qu'est-ce qui est mal, et qui va se Hmm. permettre tout et n'importe quoi. Donc quelque chose d'un peu incontrôlable pour mon meneur. J'en suis désolé pour lui. Et on a vécu de super expériences avec cette table sur Trinité. J'ai joué il n'y a pas longtemps à Cendre, qui est un jeu qui Oui. se déroule en Bretagne, dans une Bretagne pour le coup dystopique. On peut même pas dire ça, c'est une reversion, un post-apocalyptique, on devrait dire même. Et je jouais un grand gaillard, beau gosse, qui jouait beaucoup à la fois de son physique et pour avoir des faveurs, mais le gentil, le grand gentil qui aime pas taper, mais bon, s'il faut taper, il faut taper. J'ai adoré ce personnage. Là, actuellement, on est en train de jouer dans l'univers de... Alors, la cité s'appelle Ptolus, et c'est le système Cypher, le Cypher System. C'est un joueur qui nous a fait découvrir ça, Numenera dans un premier temps, puis tout le Cypher System, puis maintenant dans la cité de Ptolus, qui est un peu plus tourné vers du médiéval fantastique, et qui est une bonne exploration où cette fois-ci je campe une sorte de homme animal, homme chat, ou c'est un féral, je crois, Oui. euh,
qui découvre un groupe d'explorateurs et petit à petit, comme il fantasme sur le côté exploration, va se lier à eux et découvrir une dague, mais il va mettre quasiment 3 séances, 3 combats à utiliser sa dague. Donc voilà, il y a ce côté, je découvre et j'aime bien m'amuser avec tout ce que ne propose pas le jeu, c'est-à-dire la psyché du personnage. Et j'ai des meneurs qui sont très réactifs à ça et qui écoutent, qui entendent et qui en jouent. Et je trouve ça chouette d'avoir la place pour ça. Ce n'est pas le cas à toutes les tables. J'ai fait d'autres jeux, jeux Donjons et Dragons, par exemple, où en 8 heures de partie, on faisait 4 combats. Oui, oui, oui. Hmm. Quand on arrivait à en faire un quatrième, à le finir en tout cas. Donc là, j'avais plus l'impression de faire du jeu de figurines finalement Hmm. que du jeu de rôle. Et les parties improvisées avec les PNJ étaient un peu expédiées rapidement. Donc voilà, ces derniers temps, en tout cas, voilà un peu à quoi j'ai joué et je joue encore. Et je suis sûr que j'en oublie un. Je suis sûr que j'en oublie un. C'est motorisé par du PBTA. Mince. À quoi on joue? C'est une horreur. On y a joué lundi. Bravo. Ah oui, ça Ce- date, c'est pas si vieux en plus. Bon, Non, tous les lundis, en fait, on a une table avec la table historique, on tourne sur 3 tables. ok. The Sprawl. The Sprawl, qui est un jeu type. Ah, comment s'appelle ce jeu vidéo qui est sorti il n'y a pas longtemps là, qui a beaucoup fait parler parce que très beau, un peu bac à sable avec des missions quand même, mais qui ne marchait pas sur toutes les consoles du tout, qui était très Ah, buggé. euh, ah, euh, Cyberpunk. Cyberpunk, oui. Oui. Donc c'est un univers à la Cyberpunk. Ok. Et pour le coup, on joue à Taïwan. Donc on est tous des locaux avec différentes factions, etc. C'est un maître de jeu qui aime bien les PPTA, donc on joue avec. Moi, je découvre et j'ai beaucoup de mal à m'y faire. Cette liberté offerte aux joueurs quand on est ancré dans une vieille Hmm. façon de jouer, parce que j'avoue que j'ai une vieille façon de jouer, euh, avoir cette liberté d'apport, d'information du genre tu as récupéré une info, tu l'utilises quand tu veux. Hmm. Mais j'ai le droit de dire ce que je veux. Enfin, j'ai du mal avec cette limitation naturelle que je m'impose, alors que le meneur n'arrête pas de nous dire allez-y, allez-y, allez-y. Hmm. Donc on y prend goût petit à petit, on va chercher, on se libère. Je trouve ça bien d'aller chercher d'autres façons de jouer qui sont un peu moins ancrées dans action, dés, réalisation ou pas, échec, critique, réussite critique. Je joue beaucoup avec ça pour Magna parce que c'est ma façon de jouer, mais c'est vrai que aller chercher d'autres façons de jouer, j'aimerais vraiment, même si j'ai beaucoup d'a priori, j'aimerais vraiment découvrir une partie de jeu de rôle sans meneur. Hmm. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais, parce que je voudrais voir à quel point je suis frustré, je pense, de pas voir quelque chose, enfin, de deviner la toile de fond de quelqu'un qui a écrit quelque chose pour moi, Hmm. et à la fois, je serais sûrement complètement épaté par le pouvoir créatif de la table et les respects naturels de chacun et chacune sur l'histoire, sur la construction. Mais j'ai vraiment besoin de le vivre un moment ou un autre. J'ai envie. Ouais, ouais, c'est une expérience que je vais tenter dans pas longtemps aussi. Moi aussi, je suis un jeu joueur dans tous les sens du terme et j'aime assez ces cadres, ces trames, sans forcément que ce soit dirigiste, mais en tout cas de Mhm. savoir qu'on a quelque chose qui est écrit, qu'on va dérouler, enfin dérouler ou en tout cas faire des méandres, peu importe, mais en tout cas effectivement d'avoir quelqu'un qui a pensé à l'aventure qu'on va vivre plutôt qu'une émergence totale qui te laisse un petit peu perdu et un petit peu anxieux sur le finalement, est-ce que ça va être cohérent? Est-ce que on va vivre quelque chose de sympa ou juste voilà, ergoter pendant 3 heures autour de thématiques lambda. Donc, oui, il y a vraiment des interrogations puissantes derrière tout ça. Mais en même temps, c'est super chouette de voir de quelle manière le jeu évolue, de quelle manière de nouveaux joueurs se l'approprient Tout à et en fait. font quelque chose de différent qui peut aussi nous aider, vieux joueurs, à mieux utiliser nos vieilles règles et nos vieux systèmes, peut-être, les dépoussiérer un peu pour, Exactement. voilà, pour cohabiter. Tout à fait. Eh bien, écoute, Tony, je te remercie. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter, un petit complément, un truc qu'on n'aurait pas abordé à propos de Magna? Euh, ouais, si vraiment il y a encore des gens qui sont arrivés jusqu'à ce moment-là, je voudrais bien effectivement préciser quelque chose que j'oublie souvent de préciser.
Il y a eu quelques accros de compréhension par rapport au financement, donc je préfère le dire. Il y a plein de choses dans Magna, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont ancrées dans le réel. Pour autant, même si le jeu n'est pas là pour dire Dieu n'existe pas, il n'y a pas de croyance, etc., il n'y a rien direct, en lien, il n'y a pas de lien avec une divinité, avec un Dieu qui régit des dieux, quoi que ce soit. Il n'y a pas cet aspect-là du monde, donc de la croyance n'est pas là. Pour autant, comme je le dis, je ne renie pas la croyance, puisque la croyance dans le jeu, est une capacité ou a une capacité à produire un certain type d'ondes qui vont permettre de réaliser des choses. On est presque à la naissance d'un pouvoir humain, alors que l'humain ne peut pas générer un pouvoir de lui-même, il lui faut cet apport extérieur. J'ai considéré que la croyance avait cette force, croyance pas forcément d'ailleurs en un dieu, hein, ça peut être la croyance en quelque chose d'autre, ça peut être croyance en soi, pourquoi pas, mais elle est tellement forte et absolue, et j'ai déjà échangé avec tellement de gens qui étaient parfaitement convaincus de la vérité de ce en quoi ils croyaient, même si moi je suis pas croyant, que je me suis dit que c'est pas Mhm. négligeable, on peut pas le négliger et qui ça avait sa place complètement dans l'univers, quitte à être réaliste, autant lui donner une place. Pour autant, tout l'univers est complètement technologique, très terre à terre, très réaliste. Mhm. J'ai fait en sorte que même les pouvoirs soient des aspects vraiment très réalistes des choses, même si on dépasse les lois de la physique forcément, mais qu'on aille chercher et gratter du côté de la science pour pour tout expliquer. Même les contes, légendes, les mythes que je vais utiliser, la science n'est pas loin derrière. Alors après, euh, comme beaucoup l'ont déjà dit et comme ça a été cité, quand on ne comprend pas cette science, on peut la prendre pour de la magie, évidemment. C'est ça. Mais le mot magie, je crois il doit être utilisé une fois ou deux, entre guillemets, juste pour l'aspect que ça peut Mhm. revêtir. Mais sinon, la plupart du temps, c'est scientifique. Mhm. Ouais, tu fais bien de le préciser parce que tu emploies le mot saint, le mot psy aussi, qui Oui, sont extrêmement connotés tous les deux, mais qui sont employés dans voilà, une assertion différente dans cet univers. tout à fait. Mhm. Et puis, petite précision, puisque tu parles du psy, qui est donc le nom donné à l'aura, c'est psy avec un i, et ça a une vraie raison d'être. Et c'est drôle parce qu'historiquement, je l'avais choisi avec PSI pour histoire de le noter PSI. Et je me suis dit, pourquoi je l'appelle PSI et pas PSY? C'est quand même bizarre. Ça. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui se cache derrière? Et donc, c'est ce genre d'interrogation qui m'a fait construire l'univers. Et ça, c'est vraiment une pierre angulaire de tout l'univers. Donc, Psy PSI. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, merci à toi de Puis, l'invitation. à grand plaisir. Et puis, bah, au détour des internets, on se retrouvera ou d'une convention. Avec plaisir. Allez, merci et à plus tard. À très bientôt. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette heure à parler jeu de rôle avec Tony, et en particulier Magna, vous aura passionné, et que cet univers vous aura autant intrigué que moi. Je vous laisse tous les liens en description pour tout savoir sur Magna, en attendant de pouvoir le compulser en boutique. A très vite pour de nouvelles aventures, et en attendant, bon jeu!